Pour commencer, peut-être pas une conférence, mais quelques remarques préliminaires. D'abord vous dire que je suis évidemment très ému de prendre la parole aujourd'hui dans une loge qui porte le nom de Daniel Peure. Ce personnage, cette personne a occupé une place tout à fait essentielle dans ma vie. J'ai passé en 2002, en 2003, un an de ma vie, en ce temps-là, à suivre ses pas, à tenter d'élucider les raisons de son assassinat, et au fond, un peu à cause de lui, grâce à lui, à faire la première enquête, me semble-t-il, sur ce qui s'appelait à l'époque Al-Qaïda, qui allait bientôt devenir l'État islamique, et aujourd'hui le Hamas, bref, sur cet islamisme radical dont j'ai suivi les traces à l'époque. Et Daniel Peure, ça fait 20 ans qu'il est avec moi, qu'il m'habite. C'est un petit fantôme vivant, d'une certaine façon, que je n'ai jamais quitté. Donc évidemment, Moscaline et Véronique m'ont proposé de venir célébrer avec vous le 20e anniversaire de la fondation de cette loge. Je n'ai pas hésité un instant. Et puis après, les choses se sont évidemment, le contexte a changé, l'histoire a accéléré son pas, et cette conversation, cette conférence que nous avions prévue à l'époque sur des thèmes très généraux, évidemment, elle arrive aujourd'hui à 6 jours de ce choix non seulement décisif mais historique, raison pour laquelle vous avez décidé de l'intituler, vous l'avez proposé comme thème de réflexion: où va la France? Donc quelques remarques en réponse à cette question: où va la France? D'abord, cette histoire de dissolution qui a créé la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui plongés. Alors j'ai lu, j'entends les uns et les autres, je connais la doxa sur le sujet, un président de la République narcisse, pompier pyromane, incendiaire, hérostrate qui aurait créé le chaos, et ainsi de suite. On verra. Les historiens diront cela, peut-être. Moi, ce qui me frappe, c'est autre chose. Ce qui me frappe, c'est que nous étions depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans dans cette situation de corruption politique généralisée. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que, en effet, la France insoumise montait, que le Rassemblement national se rapprochait à chaque élection un peu plus du pouvoir. Ça fait 10 ou 15 ans qu'à la veille de chaque élection, j'entends dire, et on a raison de le dire, que les Le Pen, la famille Le Pen, le gang Le Pen est aux portes de l'Élysée, aux portes du pouvoir. Ça fait 20 ans que les commentateurs, que les partis politiques et que l'opinion se fait à cette idée, s'en accommode, la voit venir comme une espèce de fatalité vague qu'il serait impossible de conjurer. Cela fait des années qu'à chaque élection, on a le sentiment à la fois d'une étrange défaite, à la fois d'un lâche soulagement, et à la fois cette idée que, bon, c'est pas pour ce coup-ci, c'est pour le coup d'après. Une sorte de Titanic lent qui avancerait vers l'iceberg et dont on espérerait tous qu'il va nous donner un peu de répit supplémentaire. Ça fait des années que les responsables politiques, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition, se disent au fond, voilà, cette crise politique, ce Rassemblement national aux portes du pouvoir, c'est comme une patate chaude que l'on se repasse, que l'on passe à la génération suivante, dont on laisse le coup d'après se débrouiller.
Et cela fait des années donc que la question n'est pas traitée, la question de ces extrêmes. Alors ce moment-là que nous vivons depuis maintenant quelques semaines, ben écoutez, il a un mérite, c'est qu'il nous inflige à tous une sorte d'examen de conscience, de radiographie de nos pensées, de nos arrière-pensées, et il fonctionne comme un opérateur de vérité. Alors évidemment, ça fait très mal. Ça crée le trouble partout, personne ne s'y attend, les députés sortants, les chefs de parti, tout le monde aurait bien demandé encore 5 minutes à M. le bourreau avant ce moment décisif. Mais enfin, le moment est là, et il oblige chacune et chacun d'entre nous à nous poser des questions à la fois très simples et très essentielles. La question notamment de où la France est en train d'aller et où nous voulons qu'elle aille, et si nous voulons vraiment tous ce que nous voulons, et ce que les résultats des dernières élections européennes a semblé indiquer. Ce que ces élections indiquent, d'abord, c'est en effet cette montée exponentielle jamais vue du Rassemblement national. Et là déjà, sur cette question-là, je crois que la période actuelle a le mérite de nous contraindre tous, de contraindre nos concitoyens à regarder en face ce qu'il en est, à quoi ça ressemblerait l'avenue au pouvoir du Rassemblement national. Alors, il y a la question de son programme économique démagogique, populiste, c'est-à-dire farfelu, et que d'ailleurs ses responsables ou les aspirants au pouvoir assument de moins en moins. Il y a la question de son programme idéologique, le droit du sol, la question des migrants, la haine de l'autre qu'il développe de plus en plus ouvertement, et de cela il ne se cache pas. Il y a la question de sa politique internationale, il y a la question des alliances que le Rassemblement national, après le Front national, a nouées dans le reste du monde, la question de son allégeance à la Russie, la question de la marionnettisation par la Russie de ses principaux responsables, et de cela, toutes les preuves sont documentées. On sait que, à l'époque où le Rassemblement national avait peut-être des difficultés à financer ses campagnes ou à financer le train de vie de son parti, ce sont des banques russes qui sont venues à son secours, dans des conditions d'ailleurs dont on sait qu'elles sont elles-mêmes troubles et peu conformes aux usages en la matière de financement des partis politiques par un établissement financier. Il y a le fait que, au pied du mur, c'est-à-dire en assemblée, les députés frontistes, que ce soit à l'Assemblée nationale française ou que ce soit au Parlement européen, M. Bardella, qu'on appelle au Parlement européen M. Bardépala, mais enfin, il y a une question sur laquelle ils n'ont vraiment jamais été là. C'est la question de la Russie, c'est-à-dire en vérité la question de l'Ukraine. Ils n'ont jamais voté les sanctions, parfois ils se sont abstenus et parfois ils ont voté contre la Russie. Les résolutions de soutien à l'Ukraine, en tout cas de soutien militaire, les a toujours embarrassés. Lorsque le président Zelensky, ce grand Européen, est venu aux deux assemblées, ils l'ont ostensiblement boudé à une exception près, et
Pen. Bref, le Rassemblement national, il faut le savoir, nous sommes en train d'en prendre conscience. Les électeurs sont contraints de regarder la chose en face. C'est pas juste un parti français, c'est un parti qui, lorsque la France s'est engagée indirectement en Syrie, a pris le parti à travers tel ou tel de ses membres du régime assassin syrien, et c'est un parti qui, aujourd'hui, où la Russie affronte directement la France et l'Europe, à un moment où la Russie de Vladimir Poutine cache de moins en moins sa volonté de d'ébranler, voire de casser le modèle de société de l'Union européenne, eh bien le Rassemblement national est un parti qui prend le parti de l'ennemi. Donc tout ça est extrêmement documenté. Et puis il y a évidemment une question sur le Rassemblement national, c'est la question de son rapport aux non-juifs, aux communautés juives et à l'être juif. Et ça, en effet, vous avez cité le nom de Serge Klarsfeld tout à l'heure, pour lequel j'ai moi aussi et ô combien le plus grand respect, et depuis très longtemps. J'ai rencontré Beat Klarsfeld en 1971, je l'interviewais pour un vieux et grand journal aujourd'hui disparu qui s'appelait Combat, et j'ai pour cette femme et pour cet homme un respect immense et presque infini. Mais je crois qu'ils ont commis là une erreur, une vraie erreur, et probablement même une faute politique et morale. D'abord, la première erreur, soit dit en passant, cela a été d'exprimer ce choix de deuxième tour, de se prononcer sur la question de ce qu'il ferait le 7 juillet si il y avait le choix entre un candidat frontiste et un candidat LFiste. Déjà se prononcer si tôt, faire comme si le partage était déjà là, comme si la querelle démocratique était déjà arbitrée, était évidemment une faute. On ne répond pas, je crois, à ce type de question-là tant qu'il y a 577 élections avec un nombre 3, 4 ou 5 fois plus important de candidats, et peut-être davantage, si on compte les partis. Donc, se prononcer à ce moment-là était au minimum une maladresse et certainement une faute politique. Mais plus profondément, j'ai été très, très surpris d'entendre Serge Klarsfeld, et je le dis encore une fois avec toute l'admiration que j'ai pour lui et tout le chagrin que cela m'inspire, et que m'inspire le fait d'avoir à dire cela ce soir, lorsque je l'ai entendu tenir pour acquis que le Rassemblement national avait changé, qu'il avait accompli sa mue et qu'il avait rompu avec l'antisémitisme dont nous savons qu'il est constitutif de son histoire, de sa généalogie et de son ADN. D'abord, je crois qu'on ne rompt pas comme ça avec l'antisémitisme. L'antisémitisme est une passion politique forte, c'est une passion politique intense qui va chercher très loin dans les tréfonds de l'âme de ceux qu'elle enfièvre, et je ne crois pas qu'on rompe avec l'antisémitisme par décret, par décision d'un bureau politique, et parce qu'on s'est réveillé un bon matin en disant, au fond, l'antisémitisme, c'est pas bien. Ça n'existe pas. Il y a, bien entendu, des antisémites guéris. Il y a l'histoire de France
a connu des personnages, et on connaît l'histoire des plus grands d'entre eux, qui ont été antisémites, qui ont cessé de l'être, mais au terme d'un long, douloureux, terrible travail de soi sur soi. Georges Bernanos, un personnage moins connu, Pierre Boutan, qui l'un et l'autre venaient de l'extrême droite maurassienne, c'est au terme d'une plongée au-dedans de soi, d'un travail de soi sur soi, au forceps d'eux-mêmes, qu'ils ont fini, en effet, cela que d'autres, et beaucoup d'autres. Daniel Cordier, qui a raconté dans alias Caracalla, ses mémoires, qui a raconté ce cheminement. Donc, on ne cesse pas d'être antisémite par décret. Et puis surtout, lorsque l'on regarde non pas l'histoire du Rassemblement national, fondé par d'anciens collabos, on sait, fondé par des hommes rescapés de la Waffen-SS, on le sait, n'allons pas chercher si haut. Aujourd'hui, nous avons publié dans la revue que je dirige, La règle du jeu, un certain nombre de textes précis, étayés, fouillés depuis 10 ans. Libération, d'ailleurs, le fait là, depuis quelques semaines aussi, et peut-être mieux que vous d'ailleurs, je ne sais, sûrement, ils ont plus de moyens que la petite règle du jeu. Mais enfin, sans entrer dans le détail, on le fera peut-être tout à l'heure dans la conversation, ils sont incroyablement nombreux, les candidats investis par le Rassemblement national, que le Rassemblement national est contraint presque chaque jour, ou tous les 3 ou 4 jours, de désinvestir, parce que nous avons découvert, d'autres médias ont découvert, sur leur compte Twitter ou Facebook, dans leurs apparitions YouTube, bref, je n'entrerai pas dans le détail, des soirées de pyjama rayées, des accointances négationnistes, des déclarations d'admiration pour les personnages les plus sombres, les plus glauques de l'histoire européenne. Ils sont extrêmement nombreux à avoir été désinvestis à la hâte, dans la précipitation, par une direction du Rassemblement national qui d'un seul coup se sent pris et qui réagit dans le désordre. Et puis, ils sont peut-être encore plus nombreux, ceux dont on sait, ceux qui sont aujourd'hui candidats. Et là encore, allez sur notre site, vous les verrez, ceux qui sont encore candidats, que M. Bardella et Mme Le Pen n'ont pas désinvesti, dont ils ne se sont pas séparés, et qui professent des opinions, c'est-à-dire des délits, de l'ordre du négationnisme ou de l'ordre de l'antisémitisme le plus crasse. Sans parler de cet entourage gudiste, mais ça on le sait, dont les dirigeants du Rassemblement national n'ont jamais pu se défaire. Donc, parler d'une métamorphose, parler d'une conversion au philosémitisme ou même à l'amour d'Israël du Rassemblement national, je crois que c'est faux, je crois que c'est une erreur politique grave, et je crois par ailleurs que si cela est vrai, et on en a encore une fois des preuves innombrables, si cela est vrai, s'il est vrai que l'antisémitisme continue de pousser comme une mauvaise herbe dans tous les jardins secrets ou les jardins publics du Rassemblement national, faire alliance avec cela est évidemment une erreur tragique.
Et même s'il était vrai que le Rassemblement national tente de se défaire de tout cela comme une espèce de glu, même si cela était vrai, même si pour de mauvaises raisons, il tentait de se rapprocher des Juifs de France ou des Juifs d'Europe, je crois qu'il y a quelque chose dans l'être juif, dans l'âme juive, dans les valeurs juives, dans les philosophies adverses peut-être, mais qui ont au moins ce point commun d'être profondément hostiles à la vulgarité d'âme, à la brutalité politique, au rapport à l'autre qui caractérise le Rassemblement national. Et il me semble que je suis même certain, que pour les Juifs d'Europe et pour les Juifs de France, tout compromis avec tout ça, avec cette bassesse, avec ce paysage idéologique fangeux, ne peut avoir que des effets extraordinairement corrupteurs pour ce que l'être juif peut signifier à la fois d'universalisme et de singularité. Être juif, c'est à la fois faire en sorte que chacune des paroles que l'on prononce tente de s'adresser, comme dit le verset, à tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui avec nous. Être juif, c'est aussi se tenir à la pointe d'une singularité et d'un devoir d'exception, dans un cas comme dans l'autre, sur le front de l'universel et sur le front de la singularité, de la fragilité essentielle à l'être juif. Je crois qu'il n'y a pas de compromis possible avec ces femmes et ces hommes. Et là encore, pas seulement pour des raisons politiques, mais pour des raisons métapolitiques, pour des raisons métaphysiques, pour des raisons d'âme. Je crois vraiment que c'est se perdre qu'envisager une alliance, fût-elle de circonstance, avec eux. Et d'ailleurs, Serge Klarsfeld, je pense, le sait au fond de lui-même, et j'ai été très frappé dans la dernière des interventions qu'il a consacrée à ce sujet. C'était une interview avec Darius Rochebin sur LCI, lorsque Darius Rochebin a insisté en l'interrogeant sur les raisons qui, selon lui, auraient pu pousser le Rassemblement national à rompre avec cette haine ancienne des Juifs. Serge Klarsfeld a fini par dire que le Rassemblement national avait fini par comprendre que les Juifs étaient, pardon si le mot n'est pas exact, mais c'est pas loin, Serge Klarsfeld a fini par dire que le Rassemblement national avait fini par comprendre que les Juifs étaient utiles à l'Europe, utiles à sa construction, utiles à son fonctionnement. Utile, ce mot pour des foules de raisons est terrible. Donc, où va la France? Je crois vraiment que la première des réponses que l'on peut donner à cette question, c'est surtout pas, à aucun prix, quels qu'en soient les motifs, de tomber dans les bras de cette secte, de cette bande, de cette famille, Le Pen. Ça, c'est la première chose. Alors après, en face, il y a le nouveau front populaire. Lorsque j'ai entendu François Ruffin, le soir des élections européennes, proposer cette idée de nouveau front populaire, je dois dire que l'idée m'a plu. Et je l'ai même trouvée assez magnifique. Je fais partie, pour des tas de raisons, des Français qui ont grandi et qui ont été éduqués dans l'admiration et dans le respect du Front populaire, de la haute figure de Léon Blum. Et ce moment-là
de l'histoire de l'Europe, où en pleine montée des fascismes et du nazisme apparaît en France et se construit lentement, d'ailleurs, 1 an de construction. Ce Front populaire, c'est un grand moment de l'histoire de France. Le seul problème, c'est que quelques heures après, 24 heures après, les masques sont tombés et la vérité est apparue. Et la vérité, c'est la chose suivante. D'abord, a été embarqué dans ce nouveau Front populaire un parti, la France insoumise, dont nous savons tous, mais peut-être pas assez, qu'il est un parti antisémite, donc un parti fasciste. Et je dis un parti antisémite parce que j'entends et je lis partout, souvent, parler des dérapages, des lapsus, du cynisme machiavélien de Jean-Luc Mélenchon, tentant de draguer des voix dans les banlieues, d'enrichir son portefeuille électoral en allant chercher les voix égarées des territoires de la République. Et j'entends partout présenter cela et toujours, presque toujours, avec un raisonnement nous disant, bien sûr, les insoumis ne sont pas antisémites, nous ne pouvons soupçonner ce vieux sénateur social-démocrate qui est Jean-Luc Mélenchon d'avoir sombré dans l'antisémitisme, tout au plus lui fait-on grief d'une manœuvre infâme, mais d'une manœuvre. Et moi je crois l'inverse. Je crois l'inverse parce que j'ai de l'oreille, parce que j'ai passé ma vie depuis 43 ans, depuis un livre qui s'appelle L'idéologie française, à réfléchir à ce qu'est le fascisme français, à réfléchir à la langue de l'antisémitisme français. Et cette langue-là, je la connais. Et l'histoire des idées politiques, ou l'histoire des passions politiques, l'histoire des bonnes passions et l'histoire des mauvaises passions, c'est aussi et beaucoup une affaire de langue. La politique, c'est de la langue. Eh bien, lorsque l'on entend ces femmes et ces hommes, lorsqu'on voit une députée insoumise, quelques jours après le 7 octobre, rire d'un rire nerveux à l'énoncé de quelques-unes des atrocités commises par les pogromistes du Hamas, lorsque l'on voit un autre député insoumis, pardon, mais je n'ai pas envie de les nommer, en déplacement à Tunis, blaguer d'une manière indécente, obscène, là encore, sur quelques-uns des épisodes les plus atroces de ce pogrom et de cette invasion du 7 octobre, lorsque l'on entend une autre responsable insoumise, et pas des moindres, je crois qu'elle est la chef, elle était la chef dans le Parlement sortant des députés insoumis. Lorsqu'on entend dire que la politique de la France, les choix, en l'occurrence, dans la circonstance de son ministre des Affaires étrangères, sont dictés par le CRIF. Et lorsque on l'entend dire que le CRIF, chère Véronique Harari, est aux manettes de la politique française. Lorsque l'on entend Jean-Luc Mélenchon lui-même tenir les propos que vous savez, ceux-là ont été largement répertoriés et répercutés, c'est pas des manœuvres, c'est pas de la drague, c'est vraiment de la ventriloquie. C'est-à-dire que ces femmes et ces hommes, peut-être à force de manœuvre, je n'en sais rien, mais on finit par parler comme le premier Barès, député de Nancy, comme Édouard Drumont, cet homme dont on ne savait pas très bien s'il était socialiste ou national, et qui fut député de la République, député d'Oran à l'époque, et qui a écrit ce best-seller absolu de la littérature d'essai française qui s'appelait
la France juive, ces femmes et ces hommes parlent la langue même de l'antisémitisme. Donc, il y a là la partie qui baigne dans l'antisémitisme, qui a fait de l'antisémitisme sa deuxième langue, comme on dit sûrement encore dans les lycées. Et plus grave encore, ce parti antisémite, il a commis le forfait, et il est en train de commettre le forfait pendant la première campagne, celle des élections européennes, et pendant la deuxième campagne, celle des élections législatives, il a commis le forfait de faire de tout ça, de faire du non juif, de faire des porteurs de non-juifs. Il a réussi à en fait le centre de ces deux campagnes. Pendant la campagne européenne, c'était plus notable encore. Quelques questions que l'on posa à l'époque aux insoumis, aux candidats, aux têtes de liste, et ainsi de suite, on pouvait les interroger sur l'économie, sur les institutions, sur la 6e République, sur la culture des pommes de terre ou des betteraves. Ils n'avaient qu'une réponse, encore et toujours, Gaza et le retournement historial en train de faire des Israéliens des génocideurs, des Juifs leurs complices et par conséquent des assassins. Donc, ce parti, membre donc du nouveau Front populaire, a accompli l'exploit et a commis le forfait pour la première fois dans l'histoire de la République depuis l'affaire Dreyfus. Depuis l'affaire Dreyfus. De faire de cette question-là la question de la place des Juifs dans le monde, la question d'un ordre international réorganisé en 1945, en 47 et 48, enfin, c'est la séquence 45, à partir aussi de l'existence de l'État d'Israël. Il a réussi à faire de tout cela le thème obsessionnel, principal pour eux et très important pour tous, de ces campagnes électorales. Et pour quelqu'un qui a donc un peu d'oreille, qui se souvient des époques boulangistes, des époques du premier populisme français ou du pré-fascisme français d'avant 14, il y a évidemment là quelque chose de très troublant. Donc ce Front populaire, ce nouveau Front populaire, c'est ce parti antisémite qui a dicté à ses partenaires et qui a dicté au fond à l'opinion, aux tenants de la narration nationale du moment présent, un agenda où ce que l'on appelait autrefois la question juive est soudain devenue une question absolument centrale. Et il y a là une très grande infamie. Alors, lorsqu'on souligne ce point, lorsque l'on en parle dans les conversations amicales, les gens vous répondent souvent, mais vous savez, oui, bien sûr, mais c'était déjà comme ça en 1936. Et il y avait en 1936, dans le Front populaire d'origine, il y avait aussi des personnages peu fréquentables, il y avait aussi un parti qui, comme d'ailleurs, là encore, LFI prenait ses ordres à l'étranger, c'est-à-dire à Moscou, ce qui est encore le cas d'ailleurs, comme pour Marine Le Pen, de la France insoumise, et ce parti-là, c'était le Parti communiste, c'était le parti de Maurice Thorez. Et c'est vrai qu'en 1936, il y avait cette alliance contre nature entre les fidèles de Léon Blum et les fidèles d'un Maurice Thorez qui, quelques années plus tard, profitant de la nouvelle saison ouverte en 1940, a osé dire de Léon Blum, son ancien camarade du Front populaire, qu'il était un reptile répugnant. C'est l'un des mots dans le florilège de l'infamie des communistes staliniens de ce temps-là. Il y a ce mot de Maurice Thorez sur Léon Blum, reptile répugnant, 4 ans après, le Front populaire.
Donc c'est vrai ça. Mais la grande différence, et ce qui singularise le moment que nous vivons, et ce qui fait que ce nouveau Front populaire, lui aussi, respire la bassesse et peut-être l'infamie. La grande différence, c'est qu'en 1936, dans le Front populaire de l'époque, le leadership politique, intellectuel, moral, revenait à deux partis républicains qui étaient le Parti radical et le Parti socialiste. Au moment des investitures de 1936, pour les élections législatives de 1936, les investis par les deux partis sociaux-démocrates, le Parti social-démocrate et le Parti radical, les investitures étaient 4 fois plus nombreuses que les investitures pour le Parti communiste. Et dans la chambre du Front populaire, d'ailleurs, quand on regarde les choses de près, il y a 4 fois moins de députés communistes, de députés capables de dire bientôt que Léon Blum était un reptile grimaçant ou infâme, 4 fois moins que de députés sociodémocrates. Autrement dit, l'exact revers, l'exact contraire de la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en nombre, les candidats insoumis sont plus nombreux, je n'ai plus le chiffre en tête, mais vous le savez, quelques dizaines de plus que leurs associés du Parti socialiste ou de Place publique, y compris additionnés. Ils sont plus nombreux en nombre, ils donnent davantage de la voix, et encore une fois, ils dictent l'agenda. Lorsque l'on regarde le programme rédigé dans la nuit surlendemain, 3 nuits après les élections, le résultat des élections européennes, lorsque l'on regarde ce programme écrit non pas au fil des mois et pendant un an comme le programme de 36, mais sur des coins de table et à la diable, vous le lisez, il y a d'abord cette question de la persistance du non-juif et de l'être juif en Europe occupe une place étrange. L'antisémitisme est condamné, mais associé au racisme et à l'islamophobie. Et ça, associer la lutte contre l'antisémitisme à la lutte contre l'islamophobie dans la même phrase, c'est n'avoir rien compris, et c'est de la part de ceux qui ont consenti à cela une grande démission et un acte de compromis et de démission. Et c'est l'une des preuves, parmi d'autres, que contrairement à 1936, c'est le parti antisémite, c'est le parti populiste, c'est le parti extrémiste, enfin antisémite, qui en effet tient le gouvernail de l'Alliance. Et tout ça dans un climat qui accélère encore cette plongée dans les ténèbres du pire de l'histoire de France. Nous avons, je pense par exemple, à un article récent publié dans Le Monde par deux intellectuels et osant distinguer deux antisémitismes. L'antisémitisme contextuel et l'antisémitisme ontologique. C'est M. Harry Halimi et l'autre, je ne sais plus. Voilà. Le Monde, il y a 3 ou 4 jours, donc un antisémitisme ontologique qui tiendrait à l'histoire longue, à la longue durée et qui serait inacceptable, et puis un antisémitisme historique, circonstanciel, lié à un épisode récent, à un point de détail de l'histoire universelle de notre époque, qui est l'épisode du 7 octobre, et qui par conséquent devrait être minimisé, sinon excusé. Ce type de raisonnement, ce type de distinction
ce type de hiérarchie entre une haine des Juifs qui serait pardonnable et une autre qui ne le serait pas, évidemment, c'est un pas de plus sur le chemin de l'infamie. Et ce nouveau Front populaire, cette alliance contre nature, cette alliance où il n'y a pas de Léon Blum pour dominer de sa hauteur et de sa grandeur, comme en 1936, des partenaires ambigus ou même détestables. Ce nouveau Front populaire, c'est dans ce bain-là qu'il nage, et c'est ce bain-là, cette configuration idéologique qu'il tente à créer. Donc, ce nouveau Front populaire, cette NUPES 2, construite au prétexte qu'elle ferait barrage au Rassemblement national, d'abord c'est une contre-vérité. Je pense que, sans entrer dans la cuisine politique dont je ne suis pas expert, mais je pense que c'est l'inverse. Je pense que mettre le chef des Insoumis en tête de ce vilain cortège, l'entendre dire à longueur d'interview qu'il est candidat au poste de Premier ministre, les voir tenir la plume de l'agenda commun, je pense que cela n'est pas un barrage, mais au contraire un tremplin pour le Rassemblement national. Je pense que chaque fois que Jean-Luc Mélenchon prend la parole, chaque fois que ses acolytes, là encore je n'ai pas envie de les nommer, s'expriment, je pense qu'ils apportent des voix au Rassemblement national au lieu de les leur retirer. Et d'ailleurs, là encore, un instant de cuisine, il y a des sondages qui disent exactement cela, qui disent qu'en cas de deuxième tour, un candidat centriste a beaucoup plus de chances de battre le Rassemblement national, de faire barrage qu'un candidat insoumis ou un candidat nouveau Front populaire, à l'intérieur de quoi le parti de la France insoumise, ce parti poutinien, ce parti dont le chef estimait que Bachar el-Assad en Syrie avait fait du bon travail, occupe une place idéologiquement prépondérante, une place de tuteur idéologique à bien des égards. Donc, cette idée d'un nouveau Front populaire faisant barrage à l'extrême droite, je pense que cela est faux, d'abord, électoralement faux, cuisinellement faux, et je pense surtout que c'est nous présenter au peuple français un choix atroce, un choix que rien dans notre tempérament national, peu de choses dans notre histoire collective, sinon ces pages les plus sombres, ne nous fait mériter. Donc, où va la France? Si elle va vers le nouveau Front populaire, je le dis avec beaucoup de gravité, je pense qu'elle va vers une impasse équivalente, aussi désastreuse pour ce pays, et évidemment pour les Juifs, cet index que nous sommes de la santé démocratique et républicaine, que le choix Rassemblement national. Alors quelle est la solution si, comme je le crois, il convient de renvoyer dos à dos, pas par une facilité de pensée, mais rigoureusement, comme j'espère vous en avoir donné ou confirmé le sentiment, si l'on refuse ce double choix-là, ce faux choix, ce choix forcé, quelle est la solution? Et quelle est l'issue pour cette France? Quelle est la réponse à la question où va la France, qui ne soit ni déshonorante, ni tragique pour nous tous? On va en parler
je vais laisser la parole à Lino Crémer et à vous, mais pour aller très vite, je dirais qu'au fond, ce qui est requis de nous, les citoyens français, et peut-être particulièrement les citoyens français juifs qui se reconnaissent dans les valeurs de ce jeune homme qui est là, près de moi, dont le portrait est là près de moi. Ce qui est requis de nous, au fond, c'est 3 gestes politiques simples. Alors, je ne sais pas si on les accomplira en 9 jours, je ne sais pas s'il faudra 9 semaines, je ne sais pas s'il faudra 9 mois ou s'il faudra peut-être davantage, mais je pense que c'est ces 3 gestes-là qui sont requis du peuple de France. Le premier geste, c'est le geste qu'au fond, avait inauguré le général de Gaulle. C'est le geste qu'avait inauguré ce grand écrivain dont je mentionnais le nom tout à l'heure, Georges Bernanos. C'est le geste qui consiste à en finir avec cette idée atroce que l'on appelle l'union des droites. Il n'y a pas d'union à fabriquer entre les droites, et il n'y a pas une droite qui aurait 2 branches, ou qui aurait dans la même famille 2 parentèles cousines, une droite fasciste et une droite libérale. Je crois qu'il y a 2 droites irréconciliables, ce qu'a dit, pensé et opéré le général de Gaulle. La grandeur du gaullisme, elle est là, d'avoir tracé cette ligne de fracture entre ces 2 droites-là, la droite de l'honneur et la droite du déshonneur, la droite qui considère la France comme une grande et belle idée, et la droite qui considérait la France comme un bout de terre que l'on ne pouvait pas renier, par exemple en partant à Londres, ou par exemple en partant combattre dans les rangs de l'armée d'Afrique sans trahir la francité en soi. Premier geste, c'est ça. C'est de séparer vraiment au scalpel politique ces 2 droites-là. Et l'idée même d'une union des droites, à l'instant où elle est proférée par tel ou tel acteur, et là encore je ne veux pas entrer dans les détails, on sait que toute une partie du spectre politique est en train d'aller vers l'obscurité. Donc il y a 2 droites irréconciliables. Et ce n'est même pas une question de faire un vote pour sauver son âme. Il y a 2 familles de droite irréconciliables. J'appartiens aux citoyens, aux leaders d'opinion, à celles et ceux qui se trouvent dans cette salle, me semble-t-il, dans les jours qui viennent, et si ça ne suffit pas dans les semaines qui viennent, de marteler cette idée. Il n'y a rien à voir entre la droite du général de Gaulle et la droite du maréchal Pétain. Il n'y a rien à voir entre ce qu'est devenu Georges Bernanos au Brésil et ce que pouvaient être au même moment les braillards de « je suis parti ». Et de la même façon, il n'y a rien de commun entre les républicains de probité qui ont refusé au lendemain des élections européennes ce pacte de la honte noué par leur président en exercice, et puis la droite fascisante qui se reconnaît en Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et puis le raisonnement vaut de l'autre côté. Du côté gauche, il me semble que la tâche qui incombe aux Français, et dont j'espère que ce moment d'histoire va l'accélérer, c'est la tâche qui consiste à, là encore, en finir avec cette idée d'une grande famille de gauche qui aurait là encore 2 branches, 2 ailes provisoirement séparées, mais qui auraient vocation à se rejoindre. Et là encore, je ne crois pas. Je crois qu'entre la gauche totalitaire des années 80 et la gauche anti-totalitaire qui s'est développée dans ces années-là, entre la gauche antisémite de Jean-Luc Mélenchon et la gauche de François Hollande ou de Lionel Jospin, la gauche du gouvernement,
Ou la gauche de mon jeune camarade Raphaël Glucksmann, cette gauche-là, entre les deux, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a pas de compromis possible. Il y a une guerre entre ces deux gauches-là, une guerre idéologique inexpiable. Et la grande erreur des artisans de ce nouveau Front populaire, la grande erreur de ceux qui y ont consenti, la grande erreur de ceux qui se sont crus plus malins que l'inconscient des langues politiques et qui ont cru, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir tenir les rênes du diable, leur grande erreur à toutes et à tous a été de penser que l'on pouvait réconcilier, raccommoder, rabibocher ces deux gauches-là. Et ce qui est requis, je crois, de la France, à ce moment de son histoire, c'est d'inventer, alors pas union des droites, non, union des gauches, non, et certainement pas non plus une union nationale. J'aime pas trop, et là encore, je connais assez l'histoire de notre pays pour savoir que l'union nationale, ça sent jamais très bon non plus, mais un front républicain qu'il convient, lui, peut-être, de fomenter, d'inventer et de nommer. Alors pas comme font les appareils politiques, pas comme font trop souvent les leaders d'opinion, pas un front républicain en vitesse, à la diable, pour faire cordon sanitaire, pour recoller les morceaux. Pas de manière honteuse. C'est un peu comme dans les élections européennes, les candidats, les grandes listes, elles parlent de l'Europe, mais elles en parlent toujours de manière un peu déguisée, de manière un peu subreptice, en sachant que si elles parlent trop d'Europe, ça... Le Front républicain, il me semble, que c'est plus que des alliances de circonstances, c'est plus, ça devrait être plus, et ça pourrait être plus dès lundi prochain, dès le dimanche soir, qu'un cartel ou une alliance électorale. On peut imaginer, en France, compte tenu de son histoire, compte tenu de la grandeur du peuple français, on peut imaginer un front républicain articulé, conceptualisé, pensé autour de valeurs fortes, pas comme une sorte de contrat minimal auquel on se résignerait pour aller vite et faire barrage, mais comme un contrat moral, comme un contrat philosophique autour d'idées fortes qui vous sont familières ici, qui sont l'idée de république, l'idée de laïcité ou l'idée de fraternité. Je crois que la France ira ailleurs que dans l'impasse, ailleurs que dans le mur, ou ailleurs que dans la mer des sargasses du pire de son histoire, si elle parvient, dans les jours, les semaines qui viennent, après les élections peut-être, si elle parvient, pour la première fois dans son histoire récente, à donner un vrai corps, une vraie âme et une vraie identité électorale et autre qu'électorale à cette belle et noble idée que peut être un front républicain. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Merci pour tous ces mots. Et j'avais quelques petites questions à vous poser. J'avais quand même envie de rappeler Lévy, écrivain, philosophe, réalisateur, qui a écrit 48 livres, fait 11 films, et j'avais envie de rappeler aussi ce soir, parce que ça n'est pas exactement commun non plus, vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Sarajevo, c'est que vous avez reçu il y a peu l'ordre du mérite de l'Ukraine. Il n'y a pas beaucoup je rappelle que vous avez fait 3 films sur l'Ukraine, Slava Ukraine, l'Ukraine au cœur, et
et pourquoi l'Ukraine, bien sûr, pourquoi l'Ukraine, et de rappeler aussi évidemment Solitude d'Israël, votre dernier livre. Et ce soir aussi, j'avais envie de vous poser la question suivante, savoir en quelques mots ce que vous pourriez dire à 4 personnes ce soir, à 6 jours de ces élections, où on est tous choqués, où on est tous perdus, c'est les mots qui reviennent le plus, c'est pas vous, en tout cas tout autour de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une prise d'otage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout le mot choc. Et choc aussi, qu'il y a 4 personnes en quelques mots à qui vous pourriez dire quelque chose, quelques phrases ce soir. Il y a la petite fille de Courbevoie. Qu'est-ce que vous pourriez dire ce soir à l'aube de ce scrutin, la petite fille de Courbevoie, à ses parents? Qu'est-ce que vous pourriez dire à Raphaël Glucksmann? Qu'est-ce que vous pourriez dire à Alain Finkielkraut? Et en dernier, protocolairement parlant, à Emmanuel Macron, président de la République. D'abord, je leur dirais que moi, je ne me sens pas perdu. En état de choc, oui, parce qu'un Rassemblement national porte du pouvoir, et parce qu'une gauche française en train de se corrompre et de s'abîmer comme rarement dans son histoire, bien sûr. Mais perdu non, parce que j'ai l'impression que nous sommes nombreux à avoir assez clair quand même dans cette ténèbre. Alors qu'est-ce que je leur dirais aux 4? D'abord la petite fille de Courbevoie, qu'est-ce que je peux lui dire sinon, je ne sais pas, espérer de tout mon cœur et de toute mon âme qu'elle se reconstruira. Cette sorte d'expérience pour toute femme est une expérience atroce, pour une jeune fille et pour une petite fille encore plus atroce, et de surcroît, tout cela pris dans cette espèce de moulin à discours, de moulin à infamie que nourrissent les incendiaires des esprits dont je parlais tout à l'heure, ce doit être pour elle une expérience terrible à vivre. J'ai vu le jour où a été révélé son calvaire, j'ai vu un tweet d'un député insoumis, que là encore je ne nommerai pas, un député insoumis, ne parvenant pas à prononcer le moindre mot de compassion, ne parvenant pas à nommer la chose qui venait de se produire, et dont la seule réaction a été de rapporter ce crime, ce viol qui venait d'être commis, à un autre crime qui lui aussi était évidemment atroce, et commis contre une jeune Rome quelques mois plus tôt, et pratiquant une espèce, au lieu d'avoir les mots élémentaires de compassion, de solidarité et de fraternité qu'il appartenait à tout responsable politique à ce moment-là de prononcer, une espèce de renvoi spéculaire, de renvoi en miroir, donc de compétition des victimes, qui était proprement infâme. Donc je me mets à la place de cet enfant. Si elle a vu ce type de petit texte misérable, je pense que c'est ajouter encore un peu d'horreur à l'horreur qu'elle a dû traverser. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, je le connais depuis longtemps. J'ai été l'ami de son père, André Glucksmann. Peut-être plus encore que l'ami, le compagnon de pensée d'André Glucksmann. Nous avons été à l'origine ensemble d'un mouvement de pensée que les plus âgés
d'entre vous se rappellent un peu le mouvement des nouveaux philosophes, qui consistait justement dans l'un des axes, dont l'une des idées fixes était de fracturer cette espèce de bloc autoproclamé, ce bloc figé, ce bloc de lave éteinte qui était supposé être la gauche. Le travail d'André Glucksmann, de moi-même et de quelques autres, ça a été, comme je vous le disais tout à l'heure en concluant, ça a été de reséparer ce qui n'aurait jamais dû être rapproché. Donc, voilà. Et donc, à travers son père, André Glucksmann, je connais Raphaël Glucksmann, je sais qu'il est, au fond de lui, j'en suis convaincu, fidèle aux valeurs de son père. Je pense que ce sont ces valeurs qui l'ont forgé, et je pense qu'il a commis une vraie erreur, et une grave erreur, en acceptant, pour des raisons que j'ignore, et ma question ce serait probablement, je l'interrogerai sûrement sur les raisons qui l'ont poussé pendant ces quelques heures où le destin politique du pays a basculé, ou peut-être son destin à lui d'ailleurs aussi a basculé. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à s'entendre, à pactiser avec des femmes et des hommes qui venaient de passer des semaines à l'insulter, qui venaient de passer des semaines comme il le dit lui-même, à le brutaliser intellectuellement, qui étaient présents dans des manifestations, place de la République, quelques heures plus tôt, où l'on criait l'un des slogans de la manifestation de la République du soir des élections. L'un des slogans était Israël assassin et Glucksmann complice. Pourquoi s'être rendu à ces gens-là? Pourquoi avoir considéré comme une victoire idéologique de les avoir contraints à signer à 5 heures du matin sur un morceau de papier une condamnation formelle du terrorisme, une caractérisation du Hamas comme une organisation théocratique et pas vraiment terroriste, et une condamnation, c'est le moins tout de même qu'il pouvait faire, de l'antisémitisme. Condamner l'antisémitisme sur un bout de papier après avoir, depuis des mois, et en réalité dans le cas des insultes depuis des années. Dans mon souvenir, la première fois où les bandes de Mélenchon ont défilé aux côtés d'hommes et de femmes qui criaient Israël assassin, juif assassin, qui vandalisaient des commerces juifs, qui obligeaient des pharmacies juives et des épiceries juives à fermer leurs portes de peur d'être vandalisées. La première fois, c'est à Sarcelles en 2013, donc il y a 11 ans. Donc, comment a-t-il pu considérer comme une victoire politique d'avoir arraché à ces gens-là, qui depuis 10 ans répandent le venin de l'antisémitisme, une phrase de condamnation, une promesse de combattre lorsqu'ils seront dans l'hypothèse où ils seraient au pouvoir l'antisémitisme. Pourquoi cette époque? Mon camarade Alain Finkielkraut, là aussi, tant de choses nous rapprochent, Alain Finkielkraut et moi. La défense d'Israël, l'idée que cet Israël que nous défendons, dont nous défendons lui comme moi, inconditionnellement l'existence et l'essence, qu'Israël ne sera vraiment, l'idée que nous partageons, cet Israël-là ne sera vraiment en sécurité que lorsque l'on parviendra à une solution à 2 États, un jour, hélas, un jour bien repoussé et bien éloigné depuis le 7 octobre. Ça nous rapproche aussi. Et puis d'autres choses. Nous avons mené des combats communs. Mais il y a
une phrase de lui récemment qu'il a encore, comme pour Serge Klarsfeld, m'a chagriné, m'a accablé. C'est la phrase, je ne sais pas comment il l'a dit, dans quelles circonstances, je m'en souviens moins précisément que des déclarations de Serge Klarsfeld, le grand chasseur de nazis, mais une phrase de mon camarade Nathan Calcro disant que il pouvait, il risquait, il allait sans doute à contre-cœur, le cœur brisé, devoir voter pour le Rassemblement national, de crainte de voir s'imposer la France insoumise sous le visage du nouveau front populaire, c'est-à-dire de la deuxième NUPES. Et je lui dirais que justement il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir entre ces deux mâchoires de l'étau qui est en train de nous broyer tous, nous tous les Français et nous tous les Juifs. Et l'idée de ce choix forcé, de cette carte forcée, de ce choix du diable, je crois que c'est un piège épouvantable dans lequel il faut se garder de tomber et dans lequel, hélas, il semble être tombé, et il l'a dit, hélas, de manière extrêmement claire, à sa manière, tourmentée, bien sûr, mais hélas, de manière claire. Et je lui dirais cela. Je lui dirais que ce choix politique-là est un non-choix et que c'est, comme dit le verset, que c'est un piège au milieu de nous. Et que ce piège-là, il ne peut pas y tomber. Puis le quatrième, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Ah, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais qu'il peut être l'un des artisans, mais l'un seulement. Il peut être l'un des artisans de ce front républicain que j'appelais de mes voeux tout à l'heure en terminant. Et l'histoire universelle, elle prend des voies étranges, elle prend des voies détournées, elle prend des voies qui ressemblent à des fausses pistes, qui semblent nous précipiter dans le désert ou dans l'égarement, mais peut-être dialectiquement, elle nous mène peut-être vers un point de lumière. Et je crois, il est possible, il peut encore, s'il le veut vraiment, et s'il veut lui aussi ce qu'il veut, il peut encore réaliser, donner corps à l'intuition politique qui a été celle qui fait que nous avons été si nombreux lors de sa première élection, et dans mon cas la seconde aussi, à voter pour lui. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait en effet deux France noires, deux France sombres, deux France infâmes, et puis une France qui, avec ses querelles, avec ses dissensions, avec ses belles disputes républicaines et démocratiques, incarne la France de la grandeur. Cette idée-là, je crois que c'était l'idée initiale de son premier quinquennat. Je pense que ça a été son intuition juste, son intuition vraie, un trait il n'y a pas... Il ne suffit pas d'être un personnage politique pour avoir un trait de lumière dans sa vie, ça a été son cas. Cette idée-là, elle peut encore, dans les 3 ans qui lui restent, où il sera, quoi qu'il arrive, le garant des institutions, le garant du bon fonctionnement de la République, mais il peut être aussi l'un des accoucheurs de ce front républicain qui sera la forme enfin trouvée de cette intuition d'origine dont il faut lui reconnaître le mérite. Vous aviez dit à Olivier Nora, votre éditeur historique,
chez Grasset le 23 février 2002 depuis Kaboul. Vous lui écrivez: l'assassinat de Massoud, l'attentat du 11 septembre, puis maintenant cette mort de Daniel Pearl, ce sont les trois coups qui marquent le lever de rideau du XXIe siècle. C'était il y a 20 ans. À quel acte en sommes-nous de ce XXIe siècle après ces trois coups levés? C'est vrai, l'anecdote est exacte. D'ailleurs, je ne lui ai pas écrit, je le lui ai dit. J'étais à l'époque, j'étais missionné par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, missionné en Afghanistan. En décembre 2001, quelques semaines après le 11 septembre, et quelques jours après la victoire alliée sur les talibans, le président Chirac m'a nommé son envoyé en Afghanistan et m'a commandé un rapport sur la manière dont la France pourrait contribuer à la reconstruction de ce pays martyrisé par le règne taliban. Et donc j'étais en février, février 2002, voilà, 23 février 2002, je suis en Afghanistan depuis 3 mois, pour encore 1 mois ou 2. Je sillonne l'Afghanistan, et j'en rapporte d'ailleurs, je sillonne, j'enquête, j'interroge, et j'en ai rapporté un rapport qui a été publié par la documentation française et par mon éditeur historique sur l'Afghanistan. Et je suis ce jour-là dans le bureau du président afghan, qui s'appelait Hamid Karzai, et c'est là que j'apprends qu'on a retrouvé le corps décapité, puis démembré et enterré de ce magnifique et grand personnage, ce jeune juif américain journaliste nommé Daniel Pearl. Et c'était avant, il n'y avait pas de téléphone portable en ce temps-là, il y avait des gros appareils Touraya, avec des grosses antennes, il fallait se mettre à des endroits très précis pour arriver à capter un réseau. Et Hamid Karzai, le président Karzai, qui était très élégant, qui était sûrement pas le pire de ce qui est produit, l'histoire récente de l'Afghanistan. Donc il me donne cette nouvelle, on lui apporte un papier, il me dit voilà, le journaliste américain, juif Daniel Pearl, vient de retrouver ses membres enterrés. Et je ressens cela comme un choc, comme un coup qui m'affecte personnellement, physiquement. Et je prends mon touraya, je demande au président Karzai de me donner quelques minutes, je monte sur une terrasse de son palais, je cherche le réseau, et j'appelle Olivier Nora, mon éditeur, et je dis voilà, cher Olivier, je vous informe, mon prochain livre, sur lequel vous m'interrogiez avant mon départ pour l'Afghanistan, et dont vous sembliez craindre que cette mission ne la joue, mon prochain livre, c'est un livre qui s'appellera Qui a tué Daniel Pearl. Et mon cher ami Olivier me dit, répétez, je lui dis, qui a tué Daniel Pearl? Qui est Daniel Pearl? Et je dis, voilà, il y a peut-être une brève dans le monde, je ne sais pas, il y avait une brève de 3 livres. C'est ce journaliste juif enlevé par des groupes proto-talibans, constitutifs d'Al-Qaïda, etc. Et Olivier Nora me dit, écoutez, d'abord un écrivain doit suivre sa pente, il doit écrire sans se soucier du succès, de l'approbation. Enfin, je vous préviens, faites-le, mais ne vous attendez pas à un grand succès, parce que Daniel Pearl, hélas, malgré sa grandeur probable, hélas, ça n'intéressera pas grand monde. Et je plonge avec lui, avec Olivier Nora, avec sa confiance, je plonge dans cette enquête. Je plonge dans cette nuit des hommes infâmes, pour parler comme Michel Foucault, qui est la nuit de ce proto-djihadisme. Je l'avais déjà un peu fréquenté, le djihadisme, en Algérie, 7 ou 8 ans plus tôt, au moment des grands massacres du GIA, dans l'Algérie du milieu des années, la première moitié des années 90.
Mais là, je l'approche de plus près. Je vais aussi près que possible au mufle de la bête, des groupuscules, des groupes djihadistes qui s'appelaient à l'époque le Jaïch et Mohamed, le Lashkar et Janvi, le Lashkar et Toïba, il y en avait 5 ou 6, et qui s'étaient syndiqués pour accomplir ce crime. Et je comprends très vite qu'il y a là, en effet, une espèce de boîte noire qui continue cette histoire, en effet, qu'avec mon ami André Glucksmann, d'ailleurs, nous avions commencé de raconter en Algérie, qui est en train de la reprendre et de la cristalliser, et dont je me dis à l'époque qu'elle va donner le ton, qu'elle va donner sa cadence et son allure au siècle qui commence. Alors je ne sais pas à l'époque que, bien sûr, que la décapitation filmée de Daniel Pearl deviendra chez les groupes djihadistes une sorte de modus operandi, que va naître une idéologie et une pratique politique fascislamiste qui consiste à médiatiser, à youtubiser ces décapitations et ces forfaits. Je ne sais pas non plus que est en train sourdement dans les tréfonds de l'histoire de prendre forme de quelque chose qui s'appelle déjà le Hamas, qui est encore un parti d'une organisation relativement marginale dans le Hamas, juste dans le Gaza, d'avant le départ des Israéliens, et puis qui, fidèle à l'histoire de ces groupes pakistanais, fidèle à l'histoire de l'État islamique et à leur pratique politique, porteront tout cela à un summum de cruauté et de violence le 7 octobre, mais je sens, en effet, c'est le thème de ce livre, c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs il a eu, grâce à mon éditeur, grâce à Olivier Nora, un très grand succès en France et ailleurs, mais je sens que quelque chose là est en train de se produire, qui va magnétiser, qui va aimanter, qui va être comme une espèce de grande coulée à travers ce siècle qui commence. Il a été kidnappé au premier lieu comme argument. Le prétexte était qu'il était accusé d'espionnage pour les États-Unis. Je rappelle qu'il y a un journaliste du Wall Street Journal en ce moment qui est en prison en Russie et qui est accusé d'espionnage également. On pense aussi à lui, et il semble que la communauté internationale, la réaction de la communauté internationale, dont vous avez été porteur d'ailleurs, une grande tribune de plusieurs patrons de presse qui ont signé en sa faveur, et on peut espérer que cette réaction lui sauve la vie aussi. Et une toute dernière question. On entend beaucoup à gauche des références au Front populaire. On entend beaucoup. Plus à droite, on entend beaucoup de références au gaullisme. Et ça interroge de différentes manières. La question est la suivante. Est-ce que, en temps de crise que l'on traverse, est-ce que c'est un réflexe normal, un désir de se rapprocher à des références aussi symboliques, aussi fortes, de grandeur, même si on est de droite maintenant, c'est quand même compliqué de mettre en question ce qu'a pu apporter le Front populaire aussi à un moment donné de l'histoire. Mais d'autres, certains disent aussi que se rapprocher à ces valeurs, à ces symboles aussi forts, c'est aussi peut-être le signe de ne pas être en capacité de penser le présent. Est-ce qu'on a failli à construire des symboles aussi forts depuis, peut-être qu'ils sont indépassables, je pense notamment au général de Gaulle quand même, ou est-ce que c'est le signe qu'on n'arrive pas à penser ce qui nous arrive maintenant, ou est-ce que c'est encore autre chose et qu'on a toujours besoin, finalement, légitimement, qu'on a raison de se dans la place de figure tutélaire, morale et historique? Moi, je crois qu'on a toujours besoin de figures tutélaires
et de référence morale. Je crois que rien n'est pire pour un peuple que l'amnésie. Je crois que rien n'est pire que ces peuples de minces momentanéés, d'esprit de l'instant, de citoyens habités d'une mémoire de poisson rouge que tentent à produire les sociétés modernes et les régimes de citoyenneté contemporains. Donc rien n'est pire que ça. Et donc, avoir en tête le Front populaire, avoir en tête la geste et le geste gaulliste, je crois que c'est bien. Et moi, je suis de ceux, je me suis construit lorsque j'étais un jeune homme, à travers des grandes figures et des grands moments. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait de la politique. Donc ça, c'est une chose. Et malheur au peuple qui ne parviennent plus à habiter leur mémoire, qui ne parviennent plus à redonner vie à leurs grands hommes et à leurs grandes héroïnes. Malheur aux peuples amnésiques. Mais d'un autre côté, évidemment, il y a manière et manière de faire vivre un moment d'histoire, de faire vivre un grand fantôme. On peut le faire vivre en faisant l'emprayeur d'une invention historique, ou même plus modestement d'une invention démocratique. On peut le vivre en... je ne sais pas, moi j'ai passé ma vie à rencontrer dans des contrées lointaines des humanitaires, des journalistes, des militants français qui étaient habités par exemple, par la mémoire des brigades internationales en Espagne, et qui, de cette mémoire-là, faisaient des raisons de se battre, des raisons de croire, des raisons d'espérer sur des théâtres qui n'avaient rien à voir, qui étaient la Bosnie-Herzégovine. Vous parliez, cher Aline, de Sarajevo. Un des points qui rassemblait, me semble-t-il, un grand nombre de ceux qui ont vécu pendant 4 ans à l'heure de Sarajevo, c'était cette mémoire de la guerre d'Espagne. Mais ils en faisaient quelque chose. Ils en faisaient, cette mémoire-là les aidait à configurer un espace idéologique, à formuler des raisons de se battre et de résister. Et puis, il y a l'autre manière qui consiste à répéter sans inventer, et quand on répète sans inventer, ben on répète en moins bien. C'est-à-dire qu'on fait des répliques. Répéter sans inventer, c'est répliquer. Et répliquer, c'est fabriquer de la fausse mémoire, de la mémoire diminuée, de la mémoire au sens propre dégénérée. Une mémoire qui se dévitalise, une mémoire qui perd sa substance, une mémoire qui n'est plus que des colifichets, que des mots vides, que des grands mots, mais aussi vides qu'ils sont grands. Et ça, c'est la fabrique du simulacre, la fabrique du semblant, la fabrique du fake, et c'est, je crois, l'un des chemins qu'emprunte ce pire que j'évoquais dans mes remarques d'introduction. Donc, Front populaire, je vous l'ai dit, quand cela a été annoncé par le jeune François Ruffin, qui vient d'ailleurs, qui est en train, semble-t-il, je ne connais rien moi à la politique, mais qui me semble être en train de divorcer du chef de la secte, et donc de la secte tout court. Lorsqu'il a annoncé un nouveau Front populaire, je me suis dit, voilà qui est beau, voilà qui est grand, voilà qui peut donner de l'espoir. Et puis évidemment, cette idée-là, quand se l'approprie des petits esprits, ou des faussaires, ou des naufrageurs, comme les gens de la France insoumise, là ça devient un fake. Voilà. Et le fake, en démocratie, ça ne pardonne pas.